Le premier modèle aujourd'hui, le plus puissant, c'est Claude 3 Opus, donc d'Anthropic, qui est financé essentiellement par Amazon notamment, et un petit peu par Google, alors que GPT-4 est financé par OpenAI et Microsoft. Tu as Mistral et tu as Gemini, donc ce sont les 4 grands modèles aujourd'hui qui sont utilisés par plein d'interfaces différentes. Bonjour Benoît Raphaël. Bonjour. Benoît, journaliste, entrepreneur, créateur de la newsletter Génération IA, une newsletter pédagogique et qui décrypte l'intelligence artificielle et tout ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Benoît, je suis ravi de te recevoir. On se tutoie parce qu'on est journalistes tous les deux. Et puis en fait, tu vas avoir ta carte Gold parce que j'interviewe rarement la même personne plusieurs fois dans Monde Numérique. Mais là, je crois que toi, tu vas avoir ton rond de serviette. Ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'on se parle. Donc, welcome again. C'est un plaisir à chaque fois. Et alors, je voulais faire appel à toi parce que, écoute, en ce moment, on sait que ça explose, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais il y a plein de mots qui tournent autour de nous, les LLM, ChatGPT, Mistral, Gemini, Sora, etc. Franchement, je pense qu'on y voit plus très clair. Est-ce que tu peux nous aider à nous y retrouver un peu dans le paysage de l'IA, l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui fait quoi et à quoi correspondent tous ces termes ? Oui, alors c'est vrai que ça a beaucoup explosé ces derniers mois parce qu'il y a eu beaucoup de succès, donc énormément de nouveaux modèles sont arrivés, des nouvelles applications, puis il y a les modèles et les applications, les interfaces, il y en a qui font des images, d'autres qui font du texte, d'autres qui font de la vidéo, donc effectivement on a tendance à s'y perdre. La bonne nouvelle tout de même, c'est que comme ces modèles s'améliorent et se rapprochent du niveau de ChatGPT, qui était le leader jusqu'à quelques semaines dans ce domaine-là, eh bien en fait ils se ressemblent beaucoup plus. Donc quand on apprend à utiliser un modèle, eh bien, on sait maintenant utiliser les autres puisqu'on utilise ce qu'on appelle des prompts, les instructions qu'on utilise pour l'IA, pour parler à l'IA. Eh bien, les mêmes prompts servent maintenant pour tous ces modèles-là. Et pour bien comprendre, en fait, il faut d'abord bien différencier ce qu'on appelle le grand modèle de langage, le Large Language Model, LLM, on appelle ça, et ce qu'on appelle les interfaces d'IA. Alors, c'est une première précision, mais qui est importante à comprendre. Tu prends ChatGPT, par exemple. ChatGPT, c'est une interface, d'accord? C'est une interface de chatbot, donc tu vas discuter avec un modèle d'IA, et ChatGPT, il embarque des LLM, donc des modèles, dont le plus connu, le premier, c'est GPT 3.5, qui est la version gratuite, GPT 4, qui est le plus puissant, mais qui aussi, ces modèles discutent avec d'autres outils à l'intérieur de l'interface pour, par exemple, créer des images. En ce cas-là, ChatGPT va faire appel à DALL-E, analyser des documents ou alors faire des calculs. Donc toi, tu as une différence déjà entre le LLM, qui est le modèle, et ChatGPT. Oui, c'est le moteur. Voilà, qui est un petit peu le moteur, si tu veux, dans la boîte. C'est un moteur sémantique, un modèle de langage. Et ensuite, tu as l'interface qui permet de faire plusieurs choses. Tu prends Mistral, par exemple, qui est un modèle, à la base, c'était plus ou moins open source. D'ailleurs, ça l'est pas vraiment, et ça l'est quasiment plus maintenant. Donc, et de moins en moins. Voilà, qui est utilisé dans différentes plateformes. Et ensuite, ils ont, eux, créé une interface qui s'appelle Le Chat, qui est assez proche de ChatGPT, donc qui, du coup, te permet d'interagir avec lui. Tu prends Copilot, par exemple. Copilot, c'est une interface qui a été créée par Microsoft et qui, elle, utilise GPT-4 pour fonctionner. Gemini, eh bien, c'est à la fois une interface comme ChatGPT et en même temps qui utilise un modèle qui est Gemini Pro ou alors Gemini Ultra 1.5, par exemple, pour le plus puissant. Claude d'Anthropic, qui est actuellement le modèle le plus puissant, est une interface de chatbot. Donc, on va sur Claude et on discute avec un chatbot et on peut utiliser 3 différents modèles. Claude 3 Opus, Claude 3 Sonnet et Claude 3 IQ, qui est le tout petit. Une fois que tu as compris ça, déjà... Et c'est là où il y a des différences de tarifs, d'ailleurs. Oui, parce que évidemment, il y a des modèles qui sont plus ou moins gros. Et après, tu as des interfaces qui embarquent soit un seul modèle, donc c'est par exemple l'interface de la marque d'OpenAI qui produit à la fois le modèle et le chatbot ChatGPT, eh bien c'est à ChatGPT, dedans tu as GPT-4. En revanche, tu as maintenant des modèles qu'on appelle agnostiques, enfin des interfaces qu'on appelle agnostiques. Par exemple, si tu vas prendre Perplexity ou alors Monica ou Dust, qui est une interface française, dans ce cas-là, tu vas sur l'interface, tu payes ton abonnement et tu peux utiliser indifféremment GPT-4, Gemini Pro, Mistral ou alors Claude 3. Et tu payes un abonnement en général, mais c'est pas la même interface parce que chaque interface va être destinée à des usages qui sont différents. Perplexity, par exemple, tu peux utiliser tous les modèles, mais c'est un moteur de recherche avant tout. Dust, c'est d'abord ce qu'on appelle un RAG, donc
une interface qui te permet de mettre ta documentation et ensuite d'utiliser un modèle d'IA pour interagir avec ta documentation. Monica, c'est une sorte de boîte à outils, tu peux tout faire des images, gérer ta documentation et une interface qui est relativement simple et qui embarque pareil l'ensemble des modèles. Et puis après, tu as différentes tailles de modèles. Donc, tu as les modèles très puissants qui, en général, sont payants, ceux qui coûtent le plus cher. Donc, tu as GPT-4. Le premier modèle aujourd'hui, le plus puissant, c'est Claude 3 Opus, donc d'Anthropic, qui est financé essentiellement par Amazon notamment, et un petit peu par Google, alors que GPT-4 est financé par OpenAI et Microsoft. Tu as Mistral et tu as Gemini, donc ce sont les 4 grands modèles aujourd'hui qui sont utilisés par plein d'interfaces différentes et qui, eux, sont les gros modèles. Donc, Claude 3 Opus, c'est le gros modèle. Et ensuite, tu as les petits modèles. Alors, les petits modèles, c'est par exemple GPT 3.5, Claude 3 IQ, t'as Gemma de Gemini, donc qui lui est un modèle open source, et puis tu as Mistral Small, donc qui est le petit modèle. Alors ces petits modèles, ils sont intéressants parce que ça veut pas dire que tu peux faire la même chose pour moins cher. Ça veut dire qu'en fait, tu vas les utiliser. Ils sont moins chers, ils sont beaucoup plus rapides, et pour certaines activités, certaines actions, t'as pas besoin d'avoir le gros modèle. Donc quelque part, je pense qu'il y a une maturité dans l'industrie qui montre un petit peu comme tu as besoin parfois d'un super appareil photo pour faire des photos de studio professionnels, et puis pour prendre des photos à la volée rapidement pour ton boulot, tu peux utiliser un iPhone par exemple. Donc tu as des modèles très puissants utilisés pour le raisonnement, par exemple, pour avoir de la génération d'idées un peu complexes, puis des modèles plus petits qui vont servir, par exemple, à faire de la synthèse, à faire des résumés, à faire des traductions, et notamment, si tu veux créer un chatbot pour ton entreprise, par exemple, pour un service client, le petit modèle est largement suffisant, et comme les gros modèles coûtent très cher, t'as pas besoin d'avoir des gros modèles pour les utiliser. Donc, il y a une spécialisation des modèles, en fait, aujourd'hui. Oui, alors parce que évidemment ces gros modèles coûtent beaucoup d'argent, coûtent beaucoup d'énergie aussi évidemment, et demandent plus de puissance de calcul. Et on s'est rendu compte que pour certaines tâches, t'as pas besoin d'utiliser ces gros modèles. Donc petit à petit, ça se spécialise. Et puis après, tu peux avoir des modèles qui vont être spécialisés un peu plus sur certaines tâches. Mais là, dans les modèles dont je t'ai parlé, les 4 grandes marques, t'as le gros et le petit. Le petit, il est spécialisé dans des tâches simples. C'est un petit peu le système 1, le système 2, si tu veux, de la pensée. Il y a des tâches qui demandent plus de raisonnement, et puis des tâches qui demandent simplement des réponses rapides, et tu n'as pas besoin d'avoir des gros modèles. Et puis alors, il y a les outils appliqués à la recherche d'informations chez Google, chez Microsoft, il y a Bard, etc. Là aussi, on s'y perd un peu. On est entre l'IA générative qui peut répondre aux questions et faire la conversation, et puis qui permet d'aller chercher des ressources, des pages web, etc. Oui, c'est là où d'abord, Bard maintenant s'appelle Gemini, donc ils ont changé de nom, parce que c'est un modèle. Donc on oublie Bard alors. On oublie Bard, il n'existe plus. C'était le premier modèle créé par Google qui a été remplacé par Gemini. Donc dans Gemini, tu as plusieurs modèles Gemini d'ailleurs. Et dans l'interface Gemini, quand tu tapes gemini.google.com, donc tu arrives sur une interface donc là, qui embarque un modèle, donc en général c'est le modèle Gemini Pro, qui est le modèle gratuit, et qui ensuite fait appel au moteur de recherche Google. Pareil, sur Copilot de Microsoft, tu tapes copilot.microsoft.com, tu as accès à GPT-4 gratuitement, et ensuite, lui, il va se connecter à Bing, le moteur de recherche, pour faire ses recherches. Donc tu as un modèle, une interface, un modèle et un outil, donc qui est en général le moteur de recherche. Sans oublier aussi les bouts d'IA qui sont intégrés maintenant dans des outils bureautiques comme Notion, Slack, etc. Oui, parce que de la même manière, les modèles sont des modèles de langage, donc sont des modèles qui sont capables d'interagir avec des logiciels et d'interagir de façon quand tu as un logiciel, en général, tu appuies sur des boutons, tu rentres des instructions. Là, tu peux interagir avec un logiciel en langage naturel. Donc c'est ce que permet le modèle. En fait, c'est beaucoup plus souple. Il comprend mieux ce que tu lui demandes en entrée, et lui ensuite, c'est lui qui va s'occuper d'interagir avec le modèle. Donc c'est vrai que dès que tu les fais rentrer dans des logiciels, eh bien ça permet de les utiliser de façon plus créative, avec des limites, parce que évidemment, dès que ton modèle de langage il fonctionne très bien tout seul, dès qu'il s'interface avec un logiciel, c'est là que ça commence à devenir plus compliqué. Par exemple, sur Microsoft Word, c'est un peu décevant, on s'attendait à ce que ça soit génial, mais en fait, tu as un logiciel qui s'appelle Word, un logiciel qui s'appelle Copilot, qui est en fait GPT-4, et donc, ou parfois GPT 3.5 selon l'usage, et du coup, ça marche pas toujours. Donc en fait, c'est pas complètement intégré, parce que forcément, ce sont des logiciels qui fonctionnent séparément,
et que à chaque fois que tu mets deux logiciels qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, tu as des bruits, t'as des bugs, etc. Donc, pour résumer, les forces en présence aujourd'hui, les grands acteurs, c'est qui alors? Donc, c'est Microsoft, Google, Meta, Alors, des pure players comme Mistral, etc. Alors moi je mettrais, on peut mettre tous ces gens-là sur le même plan ou pas? Microsoft non, parce que Microsoft ils sont pas vraiment créateurs de modèles, même s'ils ont créé un petit modèle open source, mais globalement Microsoft sont mécènes. C'est le parrain quoi, toi c'est le parrain de la mafia, tu vois. Donc, c'est eux qui vont financer. Ça passe, ça leur fera plaisir. Ils vont fournir les locaux, la sécurité, puis d'avant si tu payes pas, du coup c'est un peu ce qu'ils ont fait quand OpenAI a failli tanguer. Ils sont revenus rappeler à tout le monde que c'était comme eux qui fournissaient à la fois les puces et les serveurs, et que sans puces, sans serveurs, OpenAI ne marchait plus. Donc c'est un peu le parrain de l'histoire. Ils sont présents un petit peu partout. Ils jouent d'ailleurs sur plusieurs tableaux. Aujourd'hui, ils interviennent chez Mistral, donc qui est concurrent en fait d'OpenAI, et ils créent leur propre chatbot, leur propre chat GPT, qui est un total concurrent du chatbot d'OpenAI, et qui en plus est gratuit. Donc évidemment, ils créent une vraie concurrence avec pas du tout les mêmes modalités. Moi, je dirais les quatre grands, c'est OpenAI qui pour l'instant crée le modèle le plus puissant. Le deuxième, c'est Anthropic, donc avec Claude, alors, qui est pas disponible en France. Mais il y a un petit truc, si on lit ma newsletter, je donne un petit truc pour effectivement pouvoir y accéder. Et puis, tu as ensuite Google avec Gemini, et ensuite le quatrième, et c'est quand même pas rien, c'est un français, c'est Mistral, avec donc le modèle Mistral large, Mistral s'openaise de plus en plus parce qu'ils sont plus open source, enfin ils l'ont jamais vraiment été, mais là ils le sont carrément plus. Ils ont leur interface et ils sont financés par Microsoft, donc globalement c'est un petit peu le nouveau. Et après tu as Meta, mais qui a une approche un petit peu différente, qui ont vraiment fait le pari de l'open source, du semi-open source avec Llama. Mais pour l'instant, Llama est largement en dessous en fait des autres modèles. Donc on attend encore Llama 3 qui sera leur prochain modèle. Ce qui est intéressant avec Meta, c'est qu'ils ont fait le pari de l'open source, donc de l'IA ouverte, ça c'est hyper intéressant. Et tu as aussi toutes les recherches que fait Yann Lequin sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, et qui donc semble laisser supposer que, penser en tout cas que petit à petit, Meta va vraiment rattraper son retard sur l'intelligence artificielle et rejoindre les quatre grands. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore dans la course. Et il y a un grand absent, c'est Apple. Oui, alors Apple qu'on attend. Alors je pense qu'ils ils ont beaucoup travaillé. Ils étaient vraiment occupés par leur casque là de réalité augmentée. Ils pouvaient pas s'arrêter en plein chemin. Donc ils se sont mis un petit peu en retard. Là actuellement, ce que montrent les derniers papiers de recherche publiés par Apple, notamment avec des modèles, leur modèle qui s'appelle MM1, qui est un modèle multimodal, sont assez impressionnants en tout cas selon la communauté des experts qui sont assez impressionnés par ce que donne le papier scientifique. Alors maintenant, il faut voir dans la réalité ce que ça donne. Donc on peut imaginer que les prochains modèles d'Apple seront embarqués dans les téléphones, peut-être des modèles plus légers, puisqu'ils seront peut-être embarqués dans le téléphone, peut-être plus sécurisés aussi au niveau de la confidentialité, puisque c'est vraiment une des marques de fabrique d'Apple. Donc on attend la prochaine conférence d'Apple avec impatience. Oui, qui est prévue pour le mois de juin, en tout cas à l'heure où on se parle aujourd'hui. Benoît, alors justement tu l'as évoqué, il y a ces modèles qui de plus en plus vont pouvoir tourner sur des smartphones, en tout cas sur des machines plus petites, de plus en plus localement. Ça veut dire quoi? C'est un nouveau type de LLM qui est encore plus léger, alors qu'on sait que jusqu'à présent, ça bouffe énormément de ressources, ça a besoin de data center, de cartes graphiques par palette entière, etc., etc. C'est un petit peu une course à l'économie, d'abord parce qu'il y a une question d'énergie aussi, évidemment, et Sam Altman l'a rappelé en disant que la solution, c'était la fusion nucléaire. Donc, il n'y a pas d'autre solution pour améliorer, puis aussi des puces de plus en plus puissantes. Donc, tout ça fait que c'est un système qui est finalement assez fragile, notamment d'un point de vue géopolitique. Il faut quand même pas oublier que pas loin de 40% de la production de puces liées à l'IA vient de Taïwan. Donc, si Taïwan est bloqué par un tremblement de terre ou une invasion chinoise, il y a plus de production. Donc, le monde s'arrête quelque part. Donc, on voit bien qu'on est quand même sur un système où on a besoin d'être le moins dépendant possible de tout ça. Et puis, de toute façon, ça coûte aussi cher et que on apprend beaucoup mieux à utiliser ces modèles. Au départ, on fait un modèle qui fait tout. Et puis ensuite, petit à petit, on se spécialise. Donc, ces petits modèles qui seront de plus en plus adaptés aux smartphones, qu'on va aussi pouvoir intégrer dans notre machine, qui va pouvoir aussi être plus facilement intégré par les entreprises, parce que quand on est une grosse boîte, on n'a pas forcément envie de se marier avec ChatGPT, parce qu'il y a plein
plein de problèmes de sécurité, des problèmes d'hallucination aussi. Donc le fait de pouvoir intégrer sur les machines des modèles plus petits, mais qu'on a vraiment configurés pour des usages, parce que tu prends par exemple IQ, qui est le tout petit modèle de Claude, hein, donc d'Anthropic. Eh bien, certains utilisateurs se sont rendus compte qu'en donnant les bons exemples à IQ, ils pouvaient être parfois d'un niveau presque équivalent au plus gros modèle. Donc, si on arrive à bien régler ces outils, à les spécialiser de plus en plus, donc les petits modèles sont assez adaptés pour certaines tâches. Je pense que c'est l'avenir. Il y aura toujours besoin des gros modèles, hein, qui seront un petit peu les bulldozers. Mais petit à petit, plus ça va se démocratiser, plus on va voir apparaître des modèles beaucoup plus spécialisés et adaptés à différents usages. Il n'y a pas besoin, encore une fois, d'acheter un énorme 4x4 pour aller faire ses courses. Tu vois. Enfin, il y en a qui le font, mais on n'est pas obligé. Donc pour toi, c'est vraiment ça une voie d'avenir importante. C'est d'ailleurs, est-ce que c'est pas là-dedans, pour revenir à des considérations un peu plus économico-géopolitiques, que les Français auraient leur épingle du jeu, leur épingle à tirer du jeu? Je sais pas. Mistral, on sait, va vers des petits modèles comme ça. Mistral, ils ont les deux. Hein. Ils ont Mistral Small et Mistral large, donc ils jouent sur les deux tableaux. Ils ont bien raison pour l'instant, parce qu'il faut aussi quelque part, je dirais que c'est un petit peu comme la Formule 1 pour les constructeurs automobiles. Tu as besoin d'avoir le modèle le plus puissant, parce que c'est aussi une vitrine aussi quelque part, et c'est là où la recherche aussi va se faire le plus. Donc, je pense que Mistral, la particularité de Mistral, c'est une boîte d'abord qui a vraiment au départ démarré avec la communauté des développeurs, qui fait du très bon marketing, qui a réussi aussi à attirer des capitaux étrangers. Alors on peut le regretter, mais en même temps, comme il n'y a pas de capitaux complètement en France, il faut bien qu'ils avancent. Donc je pense on peut pas dire que les Français en IA soient mauvais. Simplement, ils s'en vont en général ailleurs. Yann Lequin est français, hein. C'est quand même un des pères de l'intelligence artificielle. Donc je pense que la vraie question, ça va être effectivement la capacité de la France à structurer l'écosystème de l'IA. Peut-être aussi, je pense qu'il y a vraiment un point à faire. Alors il y a déjà eu des réflexions et des choses qui ont été entamées en Europe par rapport à ça. Je pense d'ailleurs que c'est plutôt au plan européen que ça va se passer. La question effectivement des puces électroniques, donc tout ce qui est hardware, il va falloir quand même travailler sur cette autonomie. Hein. On sait que par exemple les Pays-Bas sont très très présents dans ce domaine-là, mais voilà, il y a encore aujourd'hui une faiblesse de l'Europe par rapport à ça, un retard à rattraper. Donc il y a des enjeux géopolitiques qui sont quand même effectivement assez importants autour de ces problématiques-là. Et alors encore une question, alors là à l'inverse, beaucoup plus microéconomique, Benoît Raphaël. Je suis une entreprise par exemple, je veux développer mon modèle d'intelligence artificielle adapté à mes besoins. Comment je fais ? Il faut d'abord un peu savoir coder quand même, en tout cas être capable en tout cas de comprendre comment marchent ces modèles, puisque quand tu utilises un modèle par exemple open source, mais tu peux aussi créer ton application à partir de modèles payants, hein, que tu vas acheter à Mistral. Hein. Ils ont ce qu'on appelle une API, une interface. Anthropic là aussi, Google là aussi, et OpenAI là également. Donc il faut pouvoir le brancher sur cette API là. Tu peux faire tourner un moteur open source, c'est souvent moins puissant, mais parfois pour ce que tu dois faire, c'est pas forcément compliqué. Et puis après, il faut aussi ce qu'on appelle le fine-tuning, donc fine-tuner ces modèles-là pour pouvoir les adapter à ton activité. Aujourd'hui, tu as des modèles qui sont déjà fine-tunés pour un certain usage, mais tu peux toi-même les adapter de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus pertinents, par exemple pour une profession. Si tu veux adapter un modèle de langage sur les questions juridiques, par exemple, pour traiter des documents, pour une administration, eh bien, tu peux prendre un modèle open source et puis tu vas le fine-tuner de façon à ce qu'il soit vraiment entraîné pour répondre correctement avec le moins d'hallucinations possible sur des documents juridiques. Mais il y a des outils que tu peux télécharger, installer directement sur ton Mac ou sur ton PC et bidouiller un peu à ta sauce. Aujourd'hui, on parlait des modèles hyper légers. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout ce qui est très intéressant, c'est pour ça qu'il y a une vraie démocratisation, même pour des entreprises, c'est ce qu'on appelle le développement du no-code. Hein. Donc le no-code, ce sont des outils. Alors tu as des outils qu'on appelle d'automation, comme Make par exemple, ou Zapier, qui te permet, sans avoir aucune notion de code, de pouvoir brancher ton application sur une API. Donc, par exemple, tu vas avoir ton site web,
tu branches un mécanisme d'automatisation où tu vas aller chercher les informations sur l'API d'OpenAI, par exemple, de GPT-4, et construire comme ça ton site, ton service, sans avoir à générer une seule ligne de code. Donc, et ces outils, même mon associé, tu vois, qui est ingénieur et qui est codeur, il commence à les utiliser et trouve ça vachement intéressant parce que ça l'évite aussi parfois de coder. Donc, l'association de l'intelligence artificielle générative et des outils de no-code démocratise énormément la création de nouveaux outils. Et donc ça va permettre finalement à beaucoup de startups de se lancer, surtout de pouvoir lancer un produit, de le tester très rapidement sans avoir à attendre plusieurs mois de développement. Ouais, c'est quel type d'outils, on peut les citer? Alors, si vraiment tu veux créer ton application et ton site, en fait, il y a 4 types d'outils qui sont absolument indispensables. Tu as d'abord un outil qui va te permettre de créer ton site ou ton application. Donc là, tu as Webflow, par exemple, qui te permet de créer sans avoir à connaître du code ton site. Tu as ensuite des bases de données. C'est là où tu vas mettre toute ta documentation, où tu vas rentrer même tes contenus, etc. Donc ça, tu as un des outils le plus connu qui s'appelle Airtable, par exemple. Ensuite, il va falloir automatiser tes contenus avec une IA générative, par exemple. Donc, dans ce cas-là, tu vas utiliser des API. Donc, l'API, là, tu as GPT-4, tu as Opus de Claude, tu as Gemini, etc., etc. Et puis ensuite, automatiser tout ça, faire fonctionner tout ça. Donc, tu as des outils d'automation, d'automatisation, si tu veux. Et là, le plus connu, c'est Zapier. Mais en fait, celui qui est le plus utilisé, le plus recommandé, c'est un outil qui s'appelle Make, qui te permet donc du coup de connecter tout ça. Une fois que tu as ces 4 outils, tu es capable de faire à peu près n'importe quoi. En tout cas, après, c'est l'imagination qui va te limiter. Et en ce qui concerne ensuite l'entraînement, les données, etc., est-ce qu'on peut aujourd'hui facilement entraîner un modèle pour que vraiment il corresponde exactement aux données de notre entreprise, enfin, ce qu'on attend, ce qu'on va en faire soi-même, etc.? Oui, alors il y a plusieurs techniques pour le faire, hein. La première, c'est ce qu'on appelle le fine tuning, hein. Donc c'est encore une fois, tu vas faire un entraînement complémentaire sur un certain nombre de données. Donc par exemple, tu vas lui dire, bah là c'est une bonne réponse, là c'est une mauvaise réponse, hein, cet entraînement classique des IA. Donc ça, tu peux le faire en parallèle. Donc ça c'est des techniques, mais de fine tuning, mais que permet par exemple OpenAI. Donc c'est pas, il suffit de comprendre comment ça marche, mais ça demande pas des connaissances en code très très poussées. Et puis ensuite, tu as une autre méthode là, qui ne nécessite pas d'entraîner en plus le modèle d'IA, qu'on appelle le RAG. Donc le RAG, ça veut dire la génération augmentée par la recherche, hein, qui permet de brancher ta documentation sur ton IA et de demander, par exemple, si tu utilises GPT-4, de lui dire, tu ne vas pas faire appel à ta connaissance interne, donc tout ce qui est son entraînement à lui, tu vas uniquement me répondre par rapport à la documentation que je t'ai donnée. Donc ça va limiter assez fortement ce qu'on appelle les hallucinations, donc le moment où il se trompe. Et donc ça te permet d'avoir un assistant qui lui est directement, non pas entraîné, hein, mais il va aller chercher les informations au bon endroit. Donc ça résout un certain nombre de problèmes. Ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, hein, c'est qu'on voit que on est très très loin de l'IA dans notre imaginaire, l'IA tout faire qui nous remplace. L'IA, pour l'instant, c'est un domaine scientifique et d'application dans lequel on a un truc qui s'appelle les grands modèles de langage, donc, qui fait partie de la famille des IA génératives, qui sont des logiciels avec qui tu vas pouvoir interagir et qui ne deviennent vraiment très intéressants et professionnels à partir du moment où tu les connectes à d'autres outils. Eh ben super, merci beaucoup Benoît Raphaël. Pour en savoir plus, on renvoie à ta newsletter, donc Génération IA, dont le lien figure dans la description de cet épisode. Et je te remercie d'avoir pris le temps de nous décrypter tout ça. Avec plaisir.